Bonjour. Merci de votre présence, de votre fidélité. Nous allons poursuivre ces réflexions avec cette session qui précède la table ronde qui va clôturer ce colloque. Et je vais donner la parole à Jean Lassègue. Donc, je vais vous le présenter très brièvement. Jean Lassègue est philosophe et épistémologue. Il est directeur de recherche au CNRS et travaille actuellement à l'EHESS Paris, où il dirige le centre Georges Simmel, une recherche franco-allemande en sciences sociales, un centre de recherche principalement consacré aux sciences humaines et sociales, telles qu'elles sont pratiquées en France et en Allemagne. Ces recherches actuelles portent sur la numérisation du droit et en particulier les preuves par production participative. En collaboration avec le juge Antoine Garaton, il a écrit 2 ouvrages sur la numérisation du droit et de la justice digitale au PUF en 2018 et le numérique contre le politique au PUF en 2021. Et donc Jean Lassègue, vous nous proposez une communication intitulée Yannick Inet et la question des rapports entre loi et littérature. Merci beaucoup, vous m'entendez? Alors j'ai la tâche difficile d'avoir l'auteur dont je parle dans la salle, donc il m'excusera, mais voilà. Donc moi je voudrais parler essentiellement d'un livre qui est Notre solitude. Donc voilà. Mais pour ça, pour en parler, moi j'ai besoin de faire un petit retour à l'histoire. Et donc, je vais rappeler les faits liés aux attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Donc, pour ce qui est du procès lui-même, il se déroule entre le 2 septembre 2020 et le 16 décembre 2020. Sont jugés les participants aux 3 attentats islamistes qui ont lieu dans Paris et son agglomération le 7 janvier à Charlie Hebdo, boulevard Richard Lenoir, 12 morts, le 10 janvier à Montrouge, 1 mort, 1 blessé grave, et le 9 janvier, Hypercacher, 4 morts et 17 personnes prises en otage. Bon. Les attentats visaient initialement la rédaction de Charlie Hebdo et l'école juive située à Montrouge, qui ne fut finalement pas attaquée puisque le terroriste a changé de cible au dernier moment et qu'il a abattu les policiers dans la rue à Montrouge. Alors, de la cellule initiale de 6 terroristes, aucun n'était présent au procès puisque 3 avaient été tués lors de la traque après les attentats. Amélie Koulibaly, Shirin Kouachi et Saïd Kouachi, et 3 autres, Hayat Boumediene, Mohamed Beloussine et Mehdi Beloussine, avaient fui en Syrie quelques jours avant le déclenchement des opérations, après avoir rédigé le texte de revendication. Donc, comparaissaient au procès 14 comparses, disons, qui n'avaient pas directement participé aux attentats, mais qui avaient organisé sa logistique, appartements, véhicules, armes, gilets pare-balles, etc. Donc, le but du procès était d'établir le degré de connaissance et d'implication que les prévenus avaient de la préparation de ces actes terroristes. Tous les accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 4 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Alors, ça, c'est bon, les faits. Maintenant, si on en vient un petit peu au contexte. Le procès qui suit les attaques terroristes de 2015, de janvier 2015, s'inscrit dans un contexte plus large. D'abord, hors d'Europe, c'est la guerre en Syrie, mais en Europe, il faut remonter à 10 ans avant pour comprendre, puisque l'affaire des caricatures a débuté en 2005. Donc, si on fait un peu porter son attention sur la crise en Europe, non, c'est 10 ans. Le point de départ de la crise des caricatures se situe, comme on sait tous, au Danemark, où un auteur de livres pour enfants, Kjell Bruggen, écrit en 2005 un livre intitulé « Le Coran et la vie du prophète Mahomet », et il ne parvient pas à trouver d'illustration
illustrateur pour son livre. Donc, c'est cette difficulté à trouver un illustrateur pour des dessins d'un livre sur l'islam qui est lié, selon Cora Lubienne, à l'assassinat de Theo van Gogh, perpétré par un islamiste aux Pays-Bas en 2004. Alors, dans le journal danois Politiken, le 17 septembre 2005, est publié un article qui s'appelle « Peur profonde de la critique de l'islam » et qui pointe sur les phénomènes d'autocensure dans la société danoise. Et Training Rose, le rédacteur en chef de page culture d'un autre journal, le Jyllands-Posten, lance alors un appel via la Fédération des dessinateurs indépendants du Danemark pour obtenir des dessins marocains. Il fait 40 demandes, il reçoit 12 réponses, donc 12 dessins qu'il publie le 30 septembre 2005 sous le titre « Les visages de Mahomet ». Et le début de la crise peut être daté de 10 jours plus tard, le 9 octobre 2005, quand la Société islamique du Danemark dénonce les dessins comme blasphématoires et exige que le Jyllands-Posten présente ses excuses et retire les caricatures. Le Jyllands-Posten refuse et toutes sortes de journaux à travers le monde vont publier ces caricatures, dont Charlie Hebdo, qui publie les caricatures le 8 février 2006. Ce n'est pas le premier journal français à le faire d'ailleurs. Alors, on présente généralement la crise comme touchant à la notion fondamentale de liberté d'expression. Évidemment, ce n'est pas faux. Mais avant de devenir un problème d'ordre public, qui est la notion de liberté d'expression, la crise a commencé par une interrogation beaucoup plus personnelle sur le sentiment d'autocensure au Danemark. Et ça, c'est important, à mon avis, pour la suite de l'analyse. Donc ça, c'est le contexte en Europe. Alors, maintenant, le déroulement du procès de Charlie Hebdo. Bon, le procès a eu lieu pendant l'épidémie de Covid-19. Il a été interrompu le 12 novembre, du fait de la contamination de 3 prévenus, ce qui a décalé le verdict de quelques jours. Le procès a été filmé dans son intégralité pour être retransmis en direct dans des salles d'audience annexes aménagées au palais de justice et pour que cet enregistrement soit ensuite conservé aux archives nationales. Pendant la durée du procès, il y a eu 3 attaques terroristes de nature islamiste. Le 25 septembre 2020, attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo dont la rédaction avait déménagé, 2 blessés. Deuxièmement, 16 octobre 2020, assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, et le 29 octobre 2020, assassinat dans une église de Nice. Ce qui est frappant dans ces 3 attaques, c'est qu'elles ont ceci de particulier qu'elles ont de moins en moins de rapport avec les caricatures, puisque la dernière attaque s'en prend seulement à des membres d'une autre religion dans la nuit. Alors, maintenant, je voudrais passer aux interprétations. Et je voudrais m'appuyer sur une interprétation faite par l'anthropologue Jeanne Fabré-Sahara, qui, en 1992, avait mis au point un schéma actentiel de l'acte blasphématoire qu'elle a elle-même appliqué en 2007 à la crise des caricatures dans un petit livre intitulé « Comment provoquer une crise mondiale avec 12 petits dessins ». Ce schéma est assez simple. C'est le suivant: un dénonciateur, qu'elle appelle X, au nom d'un certain montage institutionnel, appelé MI, en appelle à une autorité, appelée Z, à propos d'un blasphémateur, appelé Y. Donc, dans le cas particulier de la crise des caricatures, le schéma, me semble-t-il, est un petit peu différent. Il me semble que toute personne s'identifiant au dénonciateur X en appelle non pas à une autorité tierce, mais à elle-même comme autorité pour sanctionner Y en vue non pas de réclamer une sanction, mais d'exécuter une sanction au nom d'un certain montage institutionnel, appelons-le MI commun. Donc, en identifiant les 2 instances, dénonciateur et autorité, tenue généralement à distance, la dénonciation devient sanction immédiatement exécutoire. Alors, généralement, le point important, il me
semble, c'est que du point de vue de l'individu dénonciateur, la distinction entre les deux instances, c'est-à-dire le dénonciateur et l'autorité, repose sur une autocensure. On justifie par le fait qu'on ne se fait pas justice soi-même, c'est-à-dire qu'une place est laissée à un tiers avec lequel il faut argumenter par la parole. Donc, il y a crise quand cette autocensure n'est plus réalisée et que dénonciateur et autorité peuvent se confondre. Donc, la crise des caricatures, ça me semble être une double crise de l'autocensure, à la fois du point de vue du journal Jeevan Poston et du point de vue islamiste. Du point de vue du journal, il s'agit de demander à des dessinateurs de faire l'expérience personnelle du point jusqu'où ils peuvent aller explicitement dans le respect pour un montage institutionnel auquel ils n'attachent pas de croyance. Et du point de vue islamiste, il s'agit de faire en sorte que la dénonciation, la sanction et son exécution soient effectives d'un même geste fondé en croyance. Donc, le procès Charlie me semble consister, après les assassinats, à tenter au contraire de se replacer dans un schéma actentiel où les quatre instances sont clairement séparées et où le respect à l'égard du montage institutionnel ne relève pas d'une croyance propre à un groupe particulier, mais serait au moins idéalement acceptable par tous. Et alors, cela passe non pas seulement par une simple invocation de la loi commune, comme si la loi commune pouvait se soutenir d'elle-même, mais par un procès qui, comme son nom l'indique, demande une construction à travers le temps opérée par des ritualisations spécifiques. Et c'est de ces ritualisations dont je voudrais parler à partir de l'œuvre de Jenkin. Alors, pourquoi en passer par une œuvre littéraire? Parce que la littérature me semble avoir pour fonction ici d'être précisément le lieu réflexif où il est possible de rendre plus explicites les ritualisations, généralement implicites, qui sont à l'œuvre dans un procès, du fait que la littérature partage avec la justice d'avoir précisément pour thème l'efficacité symbolique de la parole. Donc, les récits de Yannick Quesnel, il y en a deux livres, puisque on en a déjà parlé. Il y a janvier 2015, le procès, composé de ses chroniques quotidiennes qu'il a écrites pour Charlie Hebdo en collaboration avec François Bouc. Je remarque que dans son cas, il a été possible de trouver un illustrateur du procès, contrairement au cas du livre de Core Wiggum qui a déclenché la clé. Et le deuxième livre sur lequel je vais m'arrêter, c'est Notre solitude, un livre sans illustration ou presque, c'est celui de la couverture, qui est paru en octobre 2021, presque donc un an après la fin du procès. Alors, ce qui va m'occuper, donc, c'est les ritualités dans notre série. Pourquoi, d'abord, revenir sur le procès une fois celui-ci terminé? En tout cas, moi, je me suis posé la question, alors que Quesnel en a décrit le déroulé jour après jour dans ses chroniques, parues sous la forme d'un livre. Et il s'en explique, puisque le deuxième livre, Notre solitude, consiste à méditer, c'est le terme qu'il emploie, à méditer sur le sens du procès. Page 126, je continue à méditer ces jours d'audience pour vous. Donc, à tenter de comprendre ce qui s'y est produit. Il y a donc quelque chose qui s'est produit lors du procès. On en avait aussi parlé hier, ces ritualisations. Un procès, normalement, vous n'êtes pas pareil avant et après. Il y a quelque chose qui s'est passé un peu. Donc, il s'agit pour Quesnel de se mesurer à l'idée de justice, conçue à partir de la littérature et non du droit, les deux perspectives partageant le fait d'avoir pour fondement la parole et sa puissance d'instituer ce qui est réel. Quesnel reconnaît qu'il n'a jamais mis les pieds dans un tribunal avant ce procès. Page 27, je racontais alors la journée comme si j'étais un vrai chroniqueur judiciaire, moi qui n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. L'idée même d'y entrer et d'être confronté à l'idée qu'il se fait de la loi le met d'ailleurs mal à l'aise. Donc il se retrouve comme embarqué dans la chronique de ce procès, un peu malgré lui. D'où aussi, à mon avis, sa découverte presque ébahie, il le dira peut-être tout à l'heure, qu'il s'agit d'un lieu constitué de longue date par la société pour faire en sorte que s'y manifeste un rapport très particulier à la vérité, qui n'est pas la vérité tout entière,
mais celle qui peut devenir accessible si la justice remplit correctement sa fonction. Et il cite au début du chapitre 5, la phrase suivante, le président de la Cour lui-même, Régis de Jorna, a eu cette formule presque désespérée, on n'a que la vérité judiciaire. La vraie, elle est autre. Donc la méditation entreprise relève pour Enel d'une nécessité qui ne se repose pas sur le cadre de l'institution judiciaire, mais qui, à mon avis, s'étend à d'autres registres qui relèvent de l'éthique et peut-être plus profondément de ce que Enel appelle le sacré. Je cite page 17, lorsque le président Régis de Jorna déclarait « L'audience est ouverte », un espace sacré se déployait. Et donc, voilà, il y a là une attitude qu'on vient d'adopter face au sacré. Donc, notre solitude est née de la difficulté qui fut sans doute la sienne de seulement s'approcher d'une telle éthique quand il écrivait ses chroniques au jour le jour. Et cette difficulté a été si grande que le procès a fini par l'absorber entièrement, nuit et jour, et de façon quasi obsessionnelle. Il se demande d'ailleurs à plusieurs reprises s'il n'y a pas une certaine folie dans cet investissement personnel, consistant à tenter de parvenir sans relâche à un niveau où la parole participerait si intimement à la réalité que son absence amputerait la réalité d'une partie de nous. Je cite une phrase, page 178, je cherche à l'intérieur de la parole ce point où les vivants et les morts se rencontrent. C'est ma définition de la justice, et il y a eu des nuits où je n'étais pas loin de croire qu'elle allait advenir à travers mes mots. Étais-je fou? C'est possible, car je me suis beaucoup obstiné, et lorsqu'on cherche à tenir bon, il arrive qu'on ouvre des portes étranges. La solitude nous permet de tout entendre, ainsi nous mène-t-elle à la limite de la raison. Donc cette folie a particulier avec la littérature, et il y a peut-être de la folie à croire que les mots ont un tel pouvoir qu'ils sont indispensables à la manifestation de la vérité. Donc cette folie exige en tout cas de l'auteur qu'il se départisse d'une attitude toute rationnelle qui consisterait à vouloir clarifier les enjeux du procès en s'en tenant à la simple description objective des événements qui s'y produisent, sans revenir au cadre institutionnel qui le rend possible. Et il faut au contraire travailler à mon avis sa propre autocensure et franchir dans une sorte de parcours initiatique une limite qui l'autorise à croire en l'efficacité symbolique des mots. Et c'est ainsi qu'il se sent obligé une nuit de cauchemar, et alors qu'il n'avait toujours pas parvenu à rédiger la chronique qu'il devait envoyer à la rédaction de Charlie Hebdo avant 7 heures du matin, d'en passer par un rituel propitiatoire consistant à ingérer une feuille du procès de Kafka pour réussir à débloquer son écriture et parvenir à décrire la journée du procès où pour la première fois, j'insiste, des images des terroristes, tout de noir vêtus, pénétrant dans l'immeuble de Charlie Hebdo et y semant la terreur, avaient été diffusés aux tribunes. Donc nous voilà de retour au statut de l'image et de la caricature, ce même problème qui fait partie du montage institutionnel dans le schéma actentiel de Jeanne Favret-Saada. Ainsi, n'est-ce qu'une fois qu'il accepte de renoncer à la transparence des signes conçus comme simple véhicule neutre d'un sens conceptuel et d'admettre qu'il existe bien quelque chose qui semble relever d'une efficacité magique propre à l'expressivité des signes, qu'il devient capable de concevoir le procès comme un processus salvateur, ce qui pourrait s'appeler un rituel de justice. Et c'est évidemment sur ce rituel que je voudrais un peu m'appesantir. Donc notre solitude semble d'abord faire le récit de l'ambiance dans laquelle a baigné l'auteur des journées du procès. Une sorte de récit de la façon dont les chroniques parues dans Charlie Hebdo ont rapporté les audiences. Enel se fait donc le témoin de témoins, une phrase qui est généralement dans l'accord assez juge, le juge c'est le témoin, pour ceux qui, happés à la barre, ne peuvent pas en écrire le récit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le directeur de Charlie Hebdo
lui avait demandé de faire la chronique du procès. Enel est bien journaliste à Charlie Hebdo, mais sans faire partie de son noyau dur, puisqu'en particulier, il n'a pas l'habitude de participer aux réunions de rédaction, contrairement à tous ceux qui ont perdu la vie. Il est donc dans une position idéale pour rapporter dans Charlie Hebdo l'avancée des débats, puisqu'il est à la fois dedans et dedans. Et pourtant, tout en reconnaissant une frontière nette qui sépare ceux qui furent la cible des attentats et les autres dont il fait partie lui-même, Enel se rend compte que, dans son cas, le procès rend cette frontière poreuse. Ces chroniques sont lues par les différentes parties et citées par la défense en vue d'influencer les débats en faveur des accusés. Et donc, de simple spectateur, Enel devient un acteur, bien malgré lui, dans le procès qu'il décrit. Il fait ainsi partie de l'histoire du procès et par contre-coup de l'histoire des attentats, même s'il ne les a pas subis directement. Donc on pourrait s'en tenir là, mais le fait qu'Enel soit cité et qu'il devienne lui-même acteur modifie le sens même du procès. Ce qu'il écrit participe, mais aussi modifie le cadre. Ce que Enel appelle sa folie littéraire consiste alors à croire que si les choses n'étaient pas dites, le procès risquerait tout simplement de ne pas avoir lieu. La bonne continuation du procès tient donc à ce qu'il parvient à en écrire. Et quand on réfléchit rationnellement, l'intervention littéraire d'Enel, dans une chronique de Charlie Hebdo, aurait certes pu s'arrêter sans que le procès lui-même ne s'arrête. Il s'agit donc d'une croyance de sa part qui paraît aussi présomptueuse qu'irrationnelle. On pourrait presque dire une manifestation tardive d'une toute-puissance infantile. Pourtant, même si Enel a bien conscience du caractère irrationnel de la croyance en la toute-puissance de son écriture, cette croyance contient cependant ce fond de vérité que c'est par elle qu'il parvient à modifier le sens de ce qu'il entend, à la fois par procès et par littérature. Le procès devient une spatialisation rituelle des conflits et la littérature participe à ce vécu. C'est donc bien l'efficacité symbolique de sa parole au cœur même du procès qui est en question, celle-là même qu'il avait dû tout d'abord faire sienne quand il avait précédé au rituel personnel consistant à avaler une page du procès de Kafka pour réussir à écrire. Le schéma actentiel me semble donc être le suivant. Enel se situe donc dans la position de l'invocateur et non pas du dénonciateur, qui fait appel aux morts comme autorité au nom du montage institutionnel de la justice pour qu'elle soit rendue parmi les vivants. Donc, je conclue, à partir de là, il devient possible, à mon sens, de préciser le sens de l'expression droit et littérature. Généralement, le « et » dans l'expression droit et littérature consiste en une interconnexion dans une direction ou dans un autre de domaines qui existent déjà par eux-mêmes. Mais ce que le livre de Enel révèle est à mon avis différent. Du point de vue de l'écriture, il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans la friction entre le droit et la littérature, et ce quelque chose de nouveau permet de redéfinir originairement le sens et du droit et de la littérature. Et c'est précisément ce quelque chose de nouveau qui fait l'originalité de son œuvre littéraire au cours de cette période. Merci. Merci beaucoup. Bon, je vous présente notre deuxième communicante, Madame Henriette Cortal-Altès, qui est actuellement chercheuse à la Maison française d'Oxford et qui enseigne aussi à l'Université de Londres. Vos intérêts de recherche portent sur la littérature française contemporaine et comparée. Vous avez écrit notamment sur la construction culturelle du deuil dans la fiction et la pensée française de la fin du XXe siècle. Vous avez écrit en tout cas sur Roland Barthes, Jacques Derrida, Michon, Pascal Quignard. Vous vous intéressez aussi à la construction de l'histoire, Vichy, mai 68, et plus récemment les attentats de novembre 2015, et également au rapport entre littérature et musique.
et littérature et danse. Et votre communication porte sur V13 d'Emmanuel Carrère. Merci pour cette généreuse introduction. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Christine Baron. Quelques mots de présentation auparavant. Christine Baron est professeure de littérature générale et comparée à l'Université de Poitiers, après avoir été maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle de 1998 à 2010. Vous êtes spécialiste dans les relations entre droit et littérature. Vous avez notamment co-dirigé des ouvrages collectifs, Transgression, littérature et droit 2013, Droit et littérature 2019, Fiction et savoir 2021. Vous êtes auteur de 3 essais sur le droit et les arts, Contexte littéraire, émotion judiciaire 2020, La littérature à la barre 2022. Et apparaître prochainement le tribunal du récit, désir et justice de littérature apparaître. Donc, vous savez, c'est déjà... Oui, voilà, parce que c'est annoncé en décembre, voilà. Donc, j'ai pas une fiche actualisée, donc c'est bon, c'est bon. 3 parus qu'on peut lire, plus une contribution dans la revue épistémocritique sur les liens entre littérature et économie. Et vous nous proposez une communication intitulée « Temps du procès, temps de l'écrivain ». Je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Néanmoins, je n'emmène pas là, je devais parler devant l'auteur de l'un de ces textes. Alors, je voudrais essayer d'abord de déplacer peut-être le regard, parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur le terrorisme en lui-même, les motivations de ses acteurs et les moyens pour le combattre. Ses effets politiques également en termes de renforcement de la surveillance des citoyens. On s'est beaucoup moins arrêté sur les effets qu'entraîne le terrorisme en tant que phénomène de société. Dans les années 2000, et en effet après le 11 septembre, aussi de nombreux États prennent des mesures de protection après le Patriot Act, des phénomènes de société moins décelables se produisent en parallèle et une atmosphère nouvelle s'instaure que l'on pourrait décrire à partir de la notion de vulnérabilité, ou plutôt d'attention à la vulnérabilité qui va innerver massivement des textes littéraires, documentaires ou non, consacrés au terrorisme, en particulier en France depuis les attentats du 13 novembre. Alors il faut rappeler que dans les années 80, aucun droit n'existe pour les victimes du terrorisme. Les assurances indemnisent les dommages comme les accidents de la route, et ce qui fera dire à Françoise Wodecki qu'avec nos béquilles, nos chaises roulantes, nos brûlures, nos amputations, tout ce qui ne se voyait pas mais se devinait, nous rappelions les failles de nos vies collectives, le danger, la menace, la faillite de notre sécurité. Alors qu'après les 2 guerres mondiales, les invalidités sont reconnues et indemnisées, la situation inédite qu'engendre le terrorisme laisse la loi muette jusqu'à ce qu'elle reconnaisse enfin les blessures physiques et puis, plus récemment, le stress post-traumatique comme un cas d'indemnisation. Nous sommes dans les années 80. Que se passe-t-il dans les années 2000? Dans les années post-11 septembre, de manière significative, Dominique Moïsi publie une géopolitique des émotions, dans laquelle il distingue 3 ensembles d'aires culturelles par l'affect dominant qui les caractérise: culture de l'humiliation pour les pays arabo-musulmans et l'Afrique qui peinent à se faire entendre dans le concert des nations et qui cultive le sentiment d'une grandeur perdue. Culture de l'espoir pour l'Amérique latine ou l'Extrême-Orient en expansion économique. Culture de la peur pour les pays occidentaux, Amérique du Nord et Europe. L'humiliation a fait basculer les frustrations individuelles vers le fanatisme. Quant à la peur, Moïse la résume dans cette formule choc. En mai 68, une génération était descendue dans la rue pour changer un monde qu'elle trouvait ennuyeux. En 2006, on ne veut plus changer le monde, mais s'en protéger. Le sentiment de la vulnérabilité s'est donc installé, peut-être durablement, en Europe et aux États-Unis sur une base multifactorielle. Et en s'emparant de cette thématique, de la question du terrorisme, des écrivains comme Emmanuel Carrère, dans V13, Yannick Enel, dans janvier 2015, avec le dessinateur François Bouc, ou encore Karine Thuil, dans La Décision, mettent en avant le rôle de l'institution et la manière dont elle tente de répondre à ce sentiment collectif et à la douleur des victimes d'attentats.
Alors, dans un premier temps, j'évoquerai, je dirais, le collectif, la question du collectif, et puis peut-être dans un second temps, ce qui frappe dans ces textes, c'est que ces écrivains ont mis en parenthèse presque un an de leur vie pour chroniquer les procès des djihadistes de Charlie, les attentats des terrasses, et que dans l'approche de ces vies brisées, semble-t-il, c'est le tact qui domine dans le récit, dans la prise en charge de ces récits. Enfin, ce que met peut-être au jour le terrorisme, c'est la vulnérabilité de l'écrivain lui-même, l'exposition d'une fragilité, d'une porosité à l'événement traumatique, qui est à la fois un obstacle à l'écriture, comme le dit Yannick Enel dans Notre solitude, et peut-être un passage nécessaire dans la prise en charge d'une tragédie collective qui ne laisse personne indemne. Mais d'abord, pour commencer, posons une question d'échelle, c'est la foule anonyme que frappe l'acte terroriste. Depuis les travaux de Gustave Le Bon, la foule a mauvaise réputation. Dans le sillage des totalitarismes du XXe siècle, son œuvre a été relue comme un désaveu de ce qu'expriment les mouvements de masse. La foule est une bête dévoratrice, irrationnelle, versatile, haineuse. C'est celle des grands rassemblements hitlériens. Or, dans l'imaginaire collectif, la foule est désormais devenue une cible et comme telle, vulnérable. En commentant les attentats de Nice, Denis Salas montre comment émerge, à cette occasion, l'inspiration de son livre « La foule innocente ». L'attentat terroriste expose les corps déchiquetés et montre ainsi la fragilité et la précarité de la vie. Alors que longtemps la foule fut criminelle, émeutière, redoutée pour sa force indomptable, on avait oublié, dit-il, qu'il est des foules paisibles et inoffensives, qu'elles sont des cibles faciles. Nul ne pouvait imaginer un jour que le cœur de nos villes vivantes deviendrait le lieu de crimes de masse, malgré le choc qui l'étourdit et sa fuite devant l'attaque. Cette foule innocente se relève. Elle se recompose et se dresse sur les places publiques. Là où la panique menace, on voit monter la solidarité. Là où l'on craint la haine, la dignité s'impose. Du choc et de l'effroi naissent des solidarités spontanées. Associations de victimes, cérémonies parallèles aux hommages de l'État, dont la froideur et la personnalité ne satisferont pas parfois les proches des victimes. Et de cette horreur et de ce chaos, dans cette horreur et de ce chaos se révèle une fragilité, mais aussi une puissance de la société civile. Alors, de nombreuses théories du droit, et notamment dans le champ de la littérature, se réfèrent à cette notion de fragilité. Et je pense notamment à l'ouvrage inaugural de Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, où elle développe l'idée, à travers la tragédie grecque, que la vulnérabilité n'est pas une déficience honteuse de la vie, qu'elle n'est pas un accident. Bien au contraire, elle est constitutive de nous en tant que sujet soumis à la fortune et dont le corps est fragile. Le fait qu'une vie soit précaire est ce qui lui confère sa valeur. Pas de communauté sans mortalité. Au-delà de cette remarque, on peut observer l'attention que portent les récits du terrorisme aux compensations légales des préjudices. Vous l'avez évoqué dans votre communication, dans V13. V13, d'ailleurs, se conclut par ce passage par un autre tribunal moins médiatisé que celui où sont jugés les criminels, enfin les survivants. Alors, évidemment, il s'agit pour les survivants, les familles, d'indemniser le prix de la douleur, le precium doloris. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2022 fait entrer dans la loi l'angoisse de mort imminente au poste des souffrances endurées. La société exige de ceux qui sont condamnés qu'ils le soient aussi pour cela. Égarard de conclure que c'est une façon de recueillir ce qui a été dit, au lieu de le disperser et de transformer l'affect en droit. Que la justice entende l'effroi terminal enduré, dit une attention fine à ce que l'humain a de plus fragile et de plus intime. Mais cette fragilité, ce n'est pas seulement celle du collectif ou de l'individu face à sa propre mort, c'est aussi celle des États démocratiques face au terrorisme, comme le souligne Dominique Moïsi. Car il y a le risque que la culture de la peur, par la culture de la peur, se réduise au fossé qualitatif qui existait autrefois entre les démocraties et les régimes non démocratiques, car cela pousse nos pays à violer leurs principes moraux fondés sur le strict respect du droit. Lorsque Denis Salas évoque dans La foule innocente la controverse que suscita le geste de l'avocat général lors du procès du suprémaciste Breivik, il pose très clairement cette question et lui avait serré la main au début du procès. Tous ont-ils le droit d'être défendus? Par ce geste, à l'entrée du procès, le procureur signale ostensiblement que chacun a droit à un procès équitable.
Il ne cède pas à la haine, mais réaffirme la primauté du droit, la primauté du principe démocratique contre la culture de la peur et du rejet d'autrui dont les partis extrémistes font leur fonds de commerce. C'est là, dans leur propre fragilité, que ces démocraties puisent à la fois et paradoxalement leur force, une puissance qui s'exprime dans les institutions judiciaires. Ainsi, la juge du roman de Karine Thuil, expliquant sa méthode face aux détenus les plus violents, fait ce même geste. Je leur serre la main quand ils entrent. C'est ma façon d'affirmer la primauté de l'humanité sur la barbarie, de leur rappeler qu'on se trouve dans un espace dédié à la justice, de renouer avec une forme de civilité. Mais cette juge va laisser sortir libre de son bureau un djihadiste qui va commettre un crime terrible et elle est abandonnée par sa hiérarchie. Et là apparaît une autre forme de vulnérabilité qui est le dénuement institutionnel des acteurs du droit. Dénuement institutionnel aussi parfois de la police que Yannick Enel évoque dans janvier 2015, dénuement de ceux qui sont lâchés par leur hiérarchie, tel est par exemple le cas des 2 gendarmes intervenus en parallèle à l'attentat de Charlie et d'Hypercacher à l'imprimerie de Damartin en Goël. Ce qui est frappant, c'est leur solitude et même leur abandon. On les a lâchés. Leur hiérarchie, dont la veulerie et la stupidité se devinent à travers leur détresse, n'a eu aucune considération pour leur bravoure, ni même pour l'accomplissement de leurs tâches. On renifle sans peine derrière tout cela la jalousie médiocre de leur chef. Fin de citation. Vulnérabilité des corps, des institutions, vulnérabilité du principe démocratique, qui repose sur des valeurs étrangères à la taquilla, luttant à armes inégales contre un ennemi protéiforme, tel est le paradoxe auquel nous confrontent ces récits. Dans ces textes, le rôle du droit est fondamental parce que c'est la parole entendue dans le prétoire qui donne une qualification juridique aux faits et permet réparation et surtout donne une voix à la partie civile. Lors d'une des premières audiences du procès Charlie, Yannick Enel, dans le sillage de RIS et du témoignage de son livre, 1 minute 49 secondes, substitue au terme de victime celui d'innocent. Et c'est important parce que le rapport de l'écrivain à la langue est soutenu par une conviction. Les mots sont essentiels. Eux seuls peuvent donner vie à un témoignage et dignité au témoin. Comme Simon Fieschi, RIS rejette le mot de victime qui comporte un piège. Je mets au-dessus de tout le mot d'innocence. Chorus, chez Manuel Carrère, dans V13, j'ai entendu dire et parfois pensé que nous vivions dans une société victimaire qui entretient une confusion complaisante entre les statuts de victime et de héros. Peut-être, mais une grande partie des victimes que nous entendons jour après jour me paraissent bel et bien des héros, à cause du courage qu'il leur a fallu pour se reconstruire, de leur façon d'habiter cette expérience, de la puissance du lien qui les noue aux morts et aux vivants. Parce qu'il faut rappeler que la vulnérabilité n'est pas la faiblesse. Reconnaître chez l'autre une vaillance dans l'adversité, c'est le faire sortir d'un statut qui, il y a peu encore, n'était pas pris en considération dans le processus judiciaire. Au début du XXe siècle, c'est le ministère public qui menait une action contre les criminels et la victime n'avait quasiment pas sa place dans le prétoire. Et c'est seulement en 2000 que la victime est dotée d'un statut vraiment explicite dans la loi française, par l'article 2516, pardon, côté un peu technique du 15 juin, qui fait qu'en prêtant serment, les jurés s'engagent désormais à préserver l'intérêt de l'accusé, de la société, mais aussi de la victime, qui a pleinement sa place dans le procès pénal. Alors, la précarité de la parole, néanmoins, est aussi un autre point de vulnérabilité. Et Emmanuel Carrère a ce mot peut-être cruel. L'immense psychothérapie de ces 5 semaines qui s'achèvent a eu la beauté d'un récit collectif et la cruauté d'un casting. Chacun est venu à la barre, il avait préparé son texte, invité sa famille et ses amis. C'était un moment crucial de sa vie. À souffrance certainement égale, certains ont trouvé les mots justes, d'autres ont enchaîné les clichés, hélas. Précarité de la parole, caractère plus ou moins audible des témoignages, se double de la mention de tragédies silencieuses, celles dont des effets collatéraux, des résonances de l'acte terroriste, comme le cas de cette jeune journaliste, Marilyn, touchée physiquement très faiblement par un éclat projeté par une bombe, mais dont la vie est fichue, qui mène une existence rapetissée. Elle est maintenant chômeuse, insomniaque, apeurée, sursaute au moindre bruit. Où qu'elle soit, cherche la sortie de secours et ce qu'elle a vécu en plus. Et c'est pire, tout le monde s'en fout.
Et c'est cela aussi, cette médiatisation illégale qui peut être une occasion de souffrance, car à la fragilité des êtres se joint cette précarité des récits et de ce que gardera ou oubliera la mémoire collective, car qu'y a-t-il de pire, peut-être, après avoir frôlé la mort, que d'être purement et simplement effacé. Confronté à la violence terroriste par le biais des récits, mais aussi des images, l'écrivain endosse le point de vue des victimes et ce travail d'empathie, s'il permet un récit à la hauteur de la souffrance endurée, est aussi une épreuve. C'est alors sa propre vulnérabilité que l'écrivain expose dans un récit troué, parfois de silence. Et le récit du procès de Charlie, la chronique quotidienne que vous tenez à cette époque, Yannick Enel, se double du récit d'une nuit de doute dans notre solitude. Est-il possible d'écrire cela? Le carnage et la terreur, le regard affolé de Sigolène Vincent, une des rares survivantes, obligée par un des frères Kouachi à lire le Coran pour épargner sa vie, et qui semble sur les images vouloir sauter par la fenêtre. Tout cela est illisible. Notre solitude, c'est d'abord celle de l'écrivain, confronté lors d'une audience, ainsi que les victimes et leurs familles, à ces captations d'écran terribles. Mais à mesure, l'impossibilité d'écrire devient une évidence. J'ai pensé que c'était vers ce point d'horreur que tout le procès convergeait et que chacun de nous, qu'il le veuille ou non, était requis par cette opacité. Je n'y arrivais pas. Rien n'arrivait. Le fait même que l'écran fût vide accomplissait le programme. Endurer la tragédie, c'est peut-être se taire. C'est accorder au silence qui souffre en face de nous ce qu'il y a de plus terrible. Je regardais ce rectangle blanc qui s'absentait sous mes yeux et il me semblait que j'étais en train de m'absorber dans le monde. Car après l'exposition des faits, on tombe dans cette autre dimension qui est celle du déchirement des êtres. Mais ce partage d'une intensité de souffrance est lui-même peut-être un objet de doute. Agathe André, qui assiste au procès pour l'association Dessiner, Créer, Liberté, s'interroge et se demande ainsi à quel chagrin ont droit les spectateurs du procès, ceux qui n'ont pas été directement touchés par les attentats. À partir de quel seuil l'empathie devient-elle intrusive, voire illégitime? L'équilibre est fragile entre la froideur qui serait insupportable et l'excès d'empathie devenu embarrassant. Le dessinateur rescapé, Rhys, muré dans une colère qu'il exprime à l'état brut dans 1 minute 47 secondes, lui, a choisi de couper court à toute émotion par le rejet de toute proximité. Ce qu'il a vécu l'isole, le rend rétif à tout compagnonnage, à toute confidence. Comment entrer dans la souffrance de l'autre? Parler de lui sans parler pour lui, ou pire, malgré lui. Il est encore une autre vulnérabilité qui est propre à l'écrivain et au chroniqueur qui doit rendre à heure fixe un texte, quel que soit l'objet de son travail. Et c'est ce mur qui se dresse tout à coup entre soi et les mots. Et puis, je cite, « Comment peut-on être sûr que cette magie qui me soulevait au moment d'écrire serait au rendez-vous tous les soirs? J'avais peur que cet élan se brise, peur d'un assèchement soudain, peur du désert qui croît et punit notre prétention en nous faisant manger du sable. » Les écrivains savent qu'ils ne peuvent jamais compter sur l'écriture, elle est l'amour de leur vie. Elle les aime avec une ardeur qui les comble. Et puis la voici qui disparaît sans qu'on puisse retrouver sa trace. Ils entrent alors pour quelques heures, pour un soir, une journée, parfois des mois, dans cet exil, où l'absence des mots les enferme. Fragilité de l'aptitude à écrire, car écrire sans nécessité intérieure, c'est trahir la parole des témoins de cette tragédie. Dans cette conscience aiguë d'un devoir de l'écrivain envers les disparus et les blessés, se fait jour ce qu'on pourrait appeler une éthique de la vulnérabilité, car celle-ci n'est plus un obstacle malvenu, une défaillance passagère, elle est peut-être la condition même d'une fidélité de l'écrivain à son projet. Comment écouter l'innommable? Il m'avait semblé dès le début de ce procès pour être à la hauteur des témoins, pour être disponible à cette part défaillante qu'il y avait dans le cœur de la parole, que je devais moi-même être défaillant. Mes proches me disaient « préserve-toi », mais je n'y arrivais pas. Et puis j'ai pensé que ça n'avait pas de sens de se prémunir de la perturbation, puisque la perturbation était le sujet même de ce qui avait lieu. Il y a une éthique de la fatigue. Elle est une manière de préférer la vulnérabilité à la puissance. D'ailleurs, la fatigue n'empêche rien, elle ne ferme pas. Elle ouvre à une acuité pensive qui bénéficie du manque de force. La vraie clarté est toujours désarmée. Le caractère extrême de la confrontation au terrorisme crée une situation inédite, dans laquelle force et faiblesse s'entrelacent et de leur dialogue, de ce dialogue naît peut-être le paradoxe d'une société qui refuse
la puissance totalitaire, non au profit d'une culture de la faiblesse, mais d'une conscience accrue et douloureuse de ce qui fait de nous des sujets mortels. Le refus de répondre à la haine islamiste par la haine, attesté à plusieurs reprises lors du procès des terrasses, aussi du 13 novembre, témoigne de cette lucidité, qui n'est pas un pardon, mais l'ouverture d'un espace intérieur par-delà l'horreur et la sidération du geste qui détruit. Merci beaucoup, Christine Baron. Merci à nos trois intervenants. Le débat est ouvert, donc on peut avoir à peu près 15 minutes avant une petite pause ou un peu plus. Voilà. 15 minutes. 15 minutes. Très bien. 15 minutes de questions, d'échanges, de commentaires. Allez-y. Il y a un micro dans la salle. Bonjour, ma question s'adresse à Madame Baron. En fait, vous avez parlé du tact vis-à-vis des victimes. Et Karine Thuil a beaucoup insisté aussi sur la volonté qu'elle avait de faire preuve de tact dans son rapport aux victimes. Et j'avais une question qui était qu'est-ce que ça donnerait un manque de tact? Qu'est-ce que donnerait le manque de tact? Et est-ce qu'il y a une limite juridique au manque de tact? En fait, ce qui m'inspire cette question, c'est une description dans un roman qui s'appelle Survivre d'Amelia Finkelstein, non, Frederica Finkelstein. Une description des corps. Elle a réussi à se procurer une photo de la fosse, en fait, la narratrice, et elle décrit les corps enchevêtrés sans, comment dire, sans filtre, voilà, en soulignant elle-même son tropisme voyeur, son manque de, voilà, en soulignant ça, en le soulignant. Mais voilà, c'est peut-être un peu bateau, mais ça m'a paru quand même poser la question de la décence et d'une forme de manque de tact, justement. Et voilà, je me posais cette question-là, enfin, sans en penser quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là du manque de tact? Est-ce qu'il y a des limites qui sont pour vous, puisque vous êtes spécialiste aussi du droit et rapport entre droit et littérature? Alors, le problème du tact, c'est que précisément, il n'est pas mesurable en termes juridiques. Et qu'au fond, la mesure du tact, c'est la réaction de l'autre. Ah, c'est le fait que, finalement, l'autre vous dise que là, les limites du supportable sont atteintes. Je pensais à un épisode de janvier 2015, qui est celui au cours duquel le nom d'une des victimes est écorché. Et ce que Yannick Enel vous en dit de cela, cela n'a l'air de rien. Oublier une lettre, faire une petite faute comme ça, mais dans un tel contexte, tout à coup, ça prend une résonance terrible. C'est comme si, pourrait-on dire, on tue la personne imposée. Et donc, le tact n'est pas mesurable, il peut résider dans des choses qui sont extrêmement fines. Et puis, sur le tact, peut-être pour nourrir la contradiction, je pense à un texte d'Adorno dans Minima Moralia, qui dit que le tact, ce n'est pas bien. Parce que faire preuve de tact, en fait, c'est considérer que l'autre n'a pas la capacité de supporter le discours que je lui adresse. Et que donc, le tact est une preuve de condescendance. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je vais apporter aussi peut-être un peu de contradiction dans cette question du tact. Le tact consiste peut-être, face à un événement comme celui-là, à ne pas le considérer comme un fait divers dont un journalisme sensationnaliste pourrait faire sa pâture, par exemple. Enfin, voilà, pour répondre de façon plus classique à votre proposition. Merci beaucoup pour ces très intéressantes interventions. Et ma question portera finalement, s'adressera à vous trois. Je voudrais voir vos réactions sur l'impact du procès
des procès sur la mémoire collective. Le terme a été employé de 3 reprises. Dans quelle mesure le procès participe de la construction d'une mémoire collective? Dans les études que nous menons là, dans le cadre du programme 13 novembre, on voit bien concrètement comment, quand on interroge les Français sur la mémoire du 13 novembre, le procès a constitué un moment important. Un moment important parce que la mémoire du 13 novembre, qui avait tendance à s'affaisser, reprend une place importante. Francis Eustache en a parlé hier. Et aussi parce que les lieux du 13 novembre réémergeaient dans la mémoire collective grâce au procès. C'est-à-dire qu'on avait ce que j'appelle une condensation mémorielle autour du Bataclan ou d'une réponse floue de Paris, et que les terrasses et le Stade de France ont réémergé, et très clairement grâce au procès, à l'accompagnement médiatique, et c'est là aussi j'aimerais avoir votre avis, et à l'impact de l'écriture. Ce que vous disiez sur les uns et les autres, sur l'apport de ces romans, de ces essais, de ces œuvres, des témoignages, etc. Et par contraste, la catastrophe qui a constitué le procès qui a suivi, qui a accompagné la liste des l'attentat du 14 juillet 2016. Et on voit bien là, effectivement, que les faits étaient déjà à noter avant le procès. C'est-à-dire que pour donner un seul chiffre, le Crédoc a sollicité, là, on sollicite de façon régulière, c'était 7 mois après, à la question quels sont les attentats qui vous ont pu marquer depuis l'an 2000. L'attentat de Nice, on avait droit à 3 réponses. L'attentat de Nice était à 45%, qui déjà était un point de départ moins élevé que pour d'autres, en particulier pour 13 novembre. Un an et demi plus tard, on est tombé à 19%. Alors il y a une petite remontée depuis en janvier dernier, mais qui n'est pas liée du tout au procès de Nice lui-même, mais au procès du 13 novembre, qui fait que ça réactive la mémoire de l'ensemble des procès et des attentats terroristes en France, les plus récents, mais en plus c'est une augmentation vraiment marginale. Donc ce qu'on repère nous, c'est l'impact du procès, de tout ce qu'il y a autour aussi de ce procès, dans ces œuvres, dans ces créations dont vous parlez. D'où l'intérêt, je trouve, majeur d'articuler, comme vous le faites, le procès, les œuvres, les témoignages, les écrits. Voilà. Qui commence? La question s'adressait à vous trois. Voilà, donc si vous voulez intervenir pour dire un mot chacun, allez-y. Bon, vous connaissez les chiffres bien mieux que moi, donc je ne vais pas intervenir là-dessus. Non, je voudrais juste faire 2 remarques. Micro. Le micro marche pas? Non, voilà, c'est bien. Donc, 2 remarques simplement. En vous écoutant, moi j'ai pensé à la série En thérapie. Voilà, alors là on a des chiffres qui sont extrêmement élevés. Hein. C'est incroyable quand on y pense. Donc il y a toutes sortes d'impacts qui ont lieu, et là qui ne sont pas liés au procès. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais remarquer, c'est que une fois encore de la guerre, quand on fait des comparaisons
entre les procès, on voit comment ils sont vécus de façon tout à fait différente selon les cultures. Donc là, je trouve que pour répondre vraiment à la question, il faudrait avoir une vision un peu européenne des choses. Le procès Nassou en Allemagne, qui a l'air d'avoir eu aussi peu d'impact que le procès Nice, pour d'autres raisons sans doute, ou au contraire, le procès en Norvège, qui semble en avoir eu beaucoup. Donc là, je pense que pour vraiment répondre, il faudrait réussir à avoir une vision européenne des choses, puisque c'est une vague terroriste qui porte sur l'Europe entière. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse plus spontanément, c'est qu'il y a toujours un événement de référence, un procès de référence. Malheureusement, pour les attentats de Nice qui ont été terribles, bon, les images, en fait, alors il y a le rôle des médias, bien évidemment, de ces centaines de gerbes de fleurs qui étaient déposées devant le Bataclan, devant le petit Cambodge ou d'autres restaurants au moment de l'attentat des terrasses. Il y a ces images qui sont imprimées aussi dans j'allais dire, dans nos yeux de Parisiens. Et puis, en effet, il y a le rôle des séries comme En thérapie, et je pensais à d'autres manifestations. Alors, on en pense ce qu'on veut, du point de vue de la qualité artistique, à un film comme Revoir Paris, qui raconte l'histoire d'une personne qui, pour autant, n'est pas directement touchée physiquement par l'attentat, mais qui va le vivre avec une telle douleur, avec une telle intensité qu'elle va essayer de rencontrer les gens qu'elle avait vus ce soir-là, qui étaient à une table voisine, et finalement, comme si sa vie tout à coup était coupée en deux. Et je pense que ce sont des images qui sont puissantes pour l'imaginaire commun, collectif, parce qu'entre les procès, il ne s'agit pas, et ça serait vraiment épouvantable, de faire un hit-parade de la douleur. C'est pas du tout, voilà, de faire une sorte de classement, enfin, bon, le mot même est révulse quand on l'emploie, qu'il y ait une érosion avec le passage du temps, c'est inévitable avec ces effets qui sont aussi des effets dans les mémoires individuelles, qui sont que chacun d'entre nous se souvient du lieu où il était quand il y a eu, ou de ce qu'il faisait ce jour-là, quand il y a eu l'attentat du Bataclan, l'attentat des terrasses, l'attentat de Nice aussi. Je me souviens d'avoir été, de m'être retrouvée dans une foule au 14 juillet et avoir pensé de dire non, non, pas aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est la mémoire collective, j'allais dire immédiate, celle de la première génération, la nôtre. Après, on verra. Dans cette cristallisation temporelle du deuil, je voulais ajouter, au-delà des séries, il y a une chose dont on n'a jamais parlé encore, il y a des chansons aussi. Et d'abord, les célébrations des soirées spéciales avec des chansons qui ont été associées à, là aussi, la chanson s'ajoute terriblement dans la structuration d'une mémoire. Hein, on se souvient quand on a entendu telle chanson, dans telle interprétation, telle circonstance, et en particulier des chansons écrites pour ces événements. Je pense en particulier à un dimanche de janvier que Jeanne Chéral avait écrit pour Tony, chanté voilà, un an plus tard, etc. Bon, et il y en a d'autres. Donc là aussi, c'est des formes de cristallisation faciles à mémoriser, qui inscrivent dans l'imaginaire. Et il y a moins de choses là-dessus pour Nice, justement. Voilà. En fonction de la date, en fonction de plein de choses, ça joue aussi dans cette structuration de l'imaginaire. Et ça me permet de vous poser une question à tous les trois aussi, sur cette phrase sur laquelle vous avez terminé, savoir être mortel finalement. Quel impact différent verriez-vous entre la dynamique, la cristallisation que permet un procès et celle que permet un livre dans ce rapport à notre savoir ce savoir mortel, en quelque sorte. Voilà. Question ouverte. Merci. Allez-y. Moi, pour le livre que j'ai étudié, évidemment, sans procès, pas de livre. Hein. Donc, voilà, donc, j'ai envie de répondre à ça d'abord. Et puis ensuite, évidemment, le fait qu'on n'en a jamais fini avec un procès. C'est surtout ça, moi, que je remarque.
on n'en a jamais fini, donc c'est une incitation à écrire. J'avoue que je suis très embarrassée parce que, bon, en effet, le procès, je dirais qu'il y a, en fait, dans l'histoire judiciaire, il y a des procès qui ont eu des résonances très importantes, non seulement sur la perception des personnes, mais sur le droit à long terme. Je pense qu'il a été évoqué tout à l'heure le procès de Nuremberg. Ah, c'est vraiment un tournant dans l'histoire. Là, je crois que s'il y a un tournant, c'est peut-être l'idée, en effet, que la justice est passée, mais il y a une forme d'invisibilité de l'acte judiciaire. D'abord, le palais de justice est maintenant très loin du cœur de Paris, donc il est compliqué, en plus, d'obtenir des autorisations pour assister aux audiences. Et je pense que là, la littérature, certainement, joue un rôle central dans cette prise de conscience d'un changement de paradigme, peut-être de société. En tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer, mais je le sens profondément de cette manière. Et c'est pas seulement un ressenti. Je crois qu'il y a beaucoup de politistes actuellement qui travaillent sur ces questions. Oui, pardon. Donc, je voulais réagir et je me tais après. On était très bavard. Oui, non. Je réagis parce que vous avez pointé une différence absolument cruciale entre ce qu'on appelle chez les psychologues la flashback memory et l'event memory. La mémoire des conditions dans lesquelles on apprend l'événement et la mémoire de l'événement. Parce que, par exemple, pour ceux qui l'ont connu, on se souvient tous des conditions dans lesquelles on a appris le 11 septembre 2020. Si jamais on interroge les Français sur l'événement lui-même, ils vont tous nous parler des tours. Pourquoi? Parce que ça suffit à résumer le sens de l'événement. Si on interroge les Américains, pour ça que je rebondis aussi sur la notion sur la comparaison internationale, les Américains, eux, à partir du moment où ils vont structurer la mémoire du 11 septembre et la résilience de la société autour de la figure du héros, on va avoir les tours avec les pompiers, et cette figure n'étant pas présente dans la mémoire du 11 septembre en France, par exemple, et évidemment, Charlottesville, qui est totalement évacué de la mémoire des Français, c'est-à-dire le crash de l'avion en Pennsylvanie. La différence, c'est qu'il n'y a pas de procès. Alors, c'est ça que je voulais dire aussi sur le procès. Il n'y a pas de procès, ce qui est la catastrophe aux États-Unis, ce qui développe sans doute aussi des thèses complotistes. Ils ont réglé la question, malheureusement, sans procès. C'est toute la différence de l'affaire. Voilà, donc je m'insiste. Et puis, dernier point, et je me tais après, promis, jusqu'à la fin du colloque, c'est la différence entre le 13 novembre, ce qu'on repère nous, et la mémoire de janvier. Ça intéressant aussi le Kennel, c'est que on a une situation en sinusoïdale. C'est-à-dire que tous les mois de janvier, puisqu'on interroge en janvier, régulièrement en juin et en janvier, tous les mois de janvier, on a une remontée, et ensuite la mémoire des attentats de janvier s'estompe, alors même qu'on a eu la plus grande manifestation de tous les temps en France, le 11 janvier 2015. Et malgré ça, on a un système donc en sinusoïdal, ce qui montre aussi, parce que c'est activé, pourquoi? Parce que mémorialisation, on a les médias et on a les commémorations. Et donc, ce système-là montre aussi l'impact des commémorations et de la politique mémorielle de l'État dans la mémoire collective qu'on garde de ces événements. Quant aux chansons, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, mais l'impact, voilà. Moi je travaille aussi sur la fiche rouge. Pour te dire que là, hier, c'était l'arrestation, les 80 ans de l'arrestation de Manouchian Epstein, l'impact majeur de la chanson peut-être un peu plus grand que. C'est une grosse chanson, hein, oui, mais un peu plus grand que la chanson. On est bien d'accord. On est d'accord. Alors,
il y a une question là. Ah oui, oui. On prend les 2 dernières questions peut-être avant la pause. Allez-y. Merci. J'avais une question pour Jean Lassègue à propos de cet acte que vous définissez comme un rituel, du fait d'ingérer une page du procès de Kafka. Non, mais ce qui m'étonne, c'est que c'est aussi en même temps un acte intertextuel, si on veut. Et dans le procès de Kafka, on a un inculpé qui est plutôt une victime, un procès qui paraît plutôt absurde et injuste. Alors, quel rapport entre ces deux procès? Quelle est la portée symbolique? Oui, Je vous remercie. Je suis plein de gratitude pour tout ce qui se pense ici. Je pense que la mémoire, pour moi, c'est la pensée qui se poursuit sous toutes ses formes. Et, alors, je n'ai pas ingéré un morceau du procès de Kafka, mais d'un tout petit morceau qui est autre, qui en fait partie, mais qu'il a publié 3 fois, qu'il appelait même sa légende, qui s'appelle Devant la loi. Et c'est à ça que je me référais de manière extravagante et peut-être burlesque, peut-être absurde. Mais il s'agissait, comme vous vous en souvenez, d'une toute petite parabole d'un homme qui vient devant la porte de la loi et qui en est refoulé par un gardien et qui va y camper toute sa vie. Et sans comprendre que la porte lui était ouverte, comme elle est ouverte à tous les citoyens, et mourant donc peu à peu, absorbé, je dirais, par le halo de cette lumière qui ne s'éteint jamais. C'était cette lumière qui ne s'éteint jamais, qui est donc la justice elle-même pour Kafka, qui m'a captivé durant cette nuit où je n'arrivais pas à écrire. Une nuit, alors pour le coup, inaugurale, enfin initiatique, puisque j'ai regardé chez moi la lampe de poche en sortant le livre, je suis tombé tout de suite sur cette page. J'ai pas fait le rapprochement avec Joseph K, disons, j'ai un peu de mégalomanie en moi, mais pas à ce moment-là. Et c'était plutôt ce pauvre homme devant la justice qui n'arrivait pas à entrer. Et même que je sentais que devoir chroniquer un procès de cette ampleur, de cette gravité, dès les premières secondes où il m'a été donné d'entrer dans l'audience, j'ai senti que la question c'était d'être à la hauteur, de trouver sa place, sachant même qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un qui ne fait qu'écrire ce qu'il entend. Et que précisément, j'allais avoir affaire à quelque chose d'un peu halluciné. Et pour moi, cette absorption que je n'explique toujours pas, mais qui est tout à fait vraie, vous pouvez me croire, a relevé comment dire ça, vous savez, ces gestes qu'on commet ou qu'on produit juste pour qu'il y ait un avant et un après. J'avais pour seul témoin mon chat, dont je vous jure que lui-même a senti que là, il se passait quelque chose pas très rationnel. Mais c'était ça qui m'a plu, en fait. Je me suis dit, là, ça y est, j'y suis enfin. Merci. Juste une question. Oui, bien sûr. Alors, on a une question en ligne d'une personne qui n'est pas certaine de la personne qui en a parlé. Je pense que c'est vous, Madame Baron, qui avait parlé de ce terme. Bonjour, le terme d'empathie inclusive a été cité. Que cela signifie-t-il? Alors, je ne vais pas résumer les théories de l'empathie telles qu'elles sont développées dans l'œuvre de Martha Nussbaum, ça serait un peu long. Mais elle distingue en fait 2 formes d'empathie. Elle distingue l'empathie travail qui consiste à se mettre délibérément à la place d'autrui, ce que devrait faire tout bon juge, pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un acte, si tant est que ce soit possible, mais autant que possible. Donc cette empathie de travail, c'est presque une empathie professionnelle, d'une certaine façon. De l'empathie spontanée,
qui peut être le fait de ce que Rousseau appelle la pitié naturelle, c'est-à-dire le fait de plaindre une personne qui est confrontée à un degré de malheur inimaginable. Et je pense que dans la manifestation de cette empathie, je ne sais pas ce qu'il en est dans les associations de victimes, si par l'échange, les gens ont le même statut, j'allais dire, à l'intérieur de ces associations. Donc c'est très certainement que ça crée une forme de solidarité ou une forme d'écoute de la parole qui est différente. Mais je pense que, en effet, je l'ai dit un peu dans ma communication, quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'a pas été directement concerné par ces attentats est toujours en fait sur le fil, sur le risque de tenir une parole qui va choquer. Oui, c'est une réflexion qui a surgi en vous écoutant. En fait, il y a une connexion très forte entre la justice et l'écriture, en tout cas romanesque. C'est une inscription de cette prise de parole dans le domaine ou dans le genre judiciaire. En fait, quand on regarde la rhétorique qui nous provient depuis l'Antiquité, c'est la conscience que les méfaits du passé doivent être restaurés, doivent trouver une restauration, enfin une résolution dans le présent. C'est une interrogation sur le présent. Et donc, à mon avis, vous l'avez mentionné aussi dans votre proposition, l'enjeu, c'est l'éthique. La question des règles de vie en société, telles que nous pouvons les concevoir pour le présent, susceptibles de rendre une vie en société possible. Et je pense que ce que vous avez développé, eh bien, c'est cette interrogation-là sur les règles de vie en société, telles qu'ils sont reformulés ou réarticulés ou articulés à nouveau ou de nouveau pour aujourd'hui et demain. Bien, sur ce, nous allons nous arrêter là parce que nous allons avoir une table ronde à 18h, à peine dans quelques minutes. Merci beaucoup à vous trois. Merci pour vos questions.